Bienvenue dans le Rendez-vous e-commerce, le podcast 100% dédié au e-commerce francophone. C'est parti pour un nouvel épisode du Rendez-vous e-commerce. Bonjour Kevin, merci mille fois d'être venu sur ce podcast. Je savais que ça faisait un petit moment que je rêvais d'avoir quelqu'un de chez Dotmarket parce que je pense que c'est une des meilleures façons de lancer un e-commerce. Et du coup, ben voilà, on te laisse peut-être te présenter puis surtout nous présenter Dotmarket. Bah, écoute, merci, ça me fait plaisir d'être là. Le petit exercice de présentation, donc moi je m'appelle Kevin, tu l'as déjà dit, je suis, français, j'habite en Alsace et j'ai cofondé Dotmarket il y a 5 ans maintenant, en tout cas en 2000. Donc on arrive avec Dotmarket qui fait, de la fusion-acquisition pour des business contenu SaaS et e-commerce dont on va parler aujourd'hui, valorisés entre quelques milliers d'euros pour les personnes qui cherchent un side business et nous on travaille en général jusqu'à 5 millions d'euros de valorisation. D'accord. Et du coup, comment est né Dotmarket? À la base, le problème que vous cherchiez à résoudre, c'était quoi? Le mien. Ou celui de mes clients en tout cas. Un peu des 2 parce que moi je viens de l'univers de l'édition de site et c'est une des spécificités de Dotmarket, c'est qu'on n'est pas né, contrairement à beaucoup de plateformes ou d'opérateurs sur le secteur, on n'est pas venu du monde de la finance et on a rajouté une brique digitale parce que évolution du secteur, donc il faut se mettre au digital. En fait, nous, on est venu du digital et au bout d'un moment, d'ailleurs, on s'est dit: «Bon, faut quand même mettre une brique financière parce que c'est important dans ce secteur de bien maîtriser tous les aspects». Mais si tu veux, quand moi, je dois pitcher Dotmarket à un nouveau partenaire, un nouveau client ou autre, je leur dis toujours que notre métier, c'est de matcher santé digitale et santé financière et qu'un business digital, contrairement à pas mal de business finalement. Si tu as une très bonne santé financière, mais des bases, digitales friables, bah, en fait, tu vaux pas grand-chose à nos yeux. Voilà. Et Qu'est-ce que tu peux nous donner comme exemple, par exemple, sur des bases digitales friables et une bonne santé financière pour qu'on comprenne précisément? bah, écoute, je pense que l'exemple le plus parlant, surtout pour des personnes du e-commerce, ça va être si je te dis que, j'ai une boutique là qui fait, 100 000 € de bénéf par an, mais cette boutique, c'est une boutique de dropshipping, qui fait de la pub sur Meta et qui vend des produits Winner sourcés en Chine. OK. Bah, tu vois? Avec beaucoup de Les barrières à l'entrée, elles sont quand même pas dingues. N'importe qui du secteur va tout de suite te faire remonter que, ouais, enfin, publicité, produit winner, ça veut dire que tu es tout le temps en train de chercher des nouveaux produits. Ta marge, d'ailleurs, tu es immatriculé où? Parce que ça se trouve, tu payes même pas la TVA en France et voilà. Et à la fin, en fait, potentiellement, tu as une boutique qui est finalement très bonne parce qu'elle fait 100 000 € de marge, mais peut-être qu'elle est très bonne à avoir et pas du tout bonne à racheter pour quelqu'un qui se mettrait dans les règles et qui déciderait de pérenniser l'activité. Voilà. OK, je comprends. Le matcher santé digitale et santé financière, c'était 100 000 € ne valent pas forcément grand-chose pour un acquéreur, en tout cas, quand tu veux le mettre à la vente. Et donc, pour finir la réponse à ta question, Émilie, bah, moi, en fait, à la base, j'édite des sites internet depuis 2012, principalement dans les médias. J'ai couvert pas mal de secteurs en création de sites, soit pour moi, soit pour des clients. Et en fait, dans le cadre de mon évolution personnelle, bah, je suis amené en fait à faire des opérations. Parce qu'à partir du moment où tu as un site qui commence à générer de l'audience, tôt ou tard, soit tu te poses la question de racheter un autre site qui est concurrent au tien dans les SERP, soit tu reçois une offre d'achat de quelqu'un qui se dit: «Tiens, ton site, il commence à être visible, tu voudrais pas me le vendre?» Et du coup, c'est mon expérience sur le secteur qui me met en confrontation au début avec des acheteurs, des vendeurs. Mes clients, parce que je fais de la création de sites, qui me disent: «Mais en fait, tu as pas des sites qui existent déjà pour qu'on puisse gagner du temps?» et ainsi de suite. Et en fait, tout ça m'amène à l'observation que, bah oui, c'est vrai. Mmh. Comment tu fais pour sécuriser une vente de business digital en France? En fait, tu vends que aux gens que tu connais parce que sinon tu es jamais sûr d'être payé. Tu sais pas quand tu dois migrer le site. Tu vois, c'est pas une transmission de société dans la plupart Oui, des actions. C'est tu vraiment pas une une voiture. d'actifs. Ah, Ouais, c'est ça. Donc, il y a pas de notaire, il y a pas d'avocat, il y a rien et c'est juste, à quel moment je te donne mon nom de domaine et à quel moment tu me payes. Voilà. Et ça part en fait de cette problématique et on se dit: «Bah, tiens, est-ce qu'on ne peut pas créer un cadre et un process pour tout ça, pour rendre plus sécurisé et plus facile les transmissions de business digitaux?» Émilie,
Et du coup, dans l'équipe, vous êtes accompagnés alors d'avocats, de notaires, c'est vous assurez aussi toute cette base, légale? Ouais, alors au tout début, on le faisait en interne. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on avait, délocalisé Dotmarket pour «contourner» entre guillemets, certains aspects de, la capacité à traiter le séquestre financier et ainsi de suite. Et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'est fait un nom, bah, en fait, on a pu commencer à travailler avec des cabinets d'avocats et aujourd'hui, je vais pas dire que tous les mois, on a un avocat qui nous contacte pour nous demander si on a besoin d'aide sur la partie séquestre, mais ça montre bien l'évolution de la perception du business digital en France. Il y a 5 ans, on nous disait: «Waouh, on ne veut pas toucher à ça, les business digitaux, c'est chelou». Aujourd'hui, on nous dit: «Punaise, c'est bien ce que vous faites. Est-ce que vous avez besoin d'avocats spécialisés sur le digital?» Mais donc nous, on démarre au début en internalisant et petit à petit, finalement, on travaille avec des partenaires externes et aujourd'hui, il y a plus rien du tout qui est géré en interne sur la partie juridique. On a, plusieurs cabinets spécialisés sur les types de transactions qui interviennent sur, la partie contrat, la partie séquestre, la partie démarche administrative et tout est encadré par eux. OK. Je voudrais juste que tu nous expliques un petit peu plus en détail, tu as mentionné plusieurs fois le fait que toi tu étais éditeur de site à la base. C'est peut-être pas tout à fait clair pour, les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Est-ce que tu peux, nous expliquer ce que c'est l'édition de site, quand tu as commencé et puis peut-être, aujourd'hui, si ça a changé? Et puis, quel est le business model derrière, en fait? Ouais. Alors, ce qui a beaucoup changé, c'est que les types de business que je lançais à l'époque, aujourd'hui, auraient très peu de chances de survivre à l'ère de l'IA, à l'ère de Google, qui a beaucoup évolué, à l'ère de, l'intention même de recherche qui a beaucoup évolué sur Google. Mais moi, j'ai démarré en montant ce qu'on appelait à l'époque des sites de niche affiliés, donc ou OK, des MFA, Made for, AdSense ou Advertising ou affiliation. Et ma double spécialité, c'est le référencement, donc comment bien positionner un site sur Google principalement et comment le monétiser. Et moi, j'ai toujours bossé sur de l'affiliation. Donc ma double skills, c'était, SEO, affiliation. Voilà. Et j'ai OK, monté des sites, dans plein d'univers. Alors pourquoi j'ai commencé avec ça? Bah, parce qu'en fait, j'étais responsable affiliation dans une boîte, qui bossait sur le digital, il y a une, quinzaine d'années de ça. Donc c'était un peu des précurseurs sur le côté, création de clairement. contenu digital, vente de formations en ligne dans l'univers de la minceur et utilisation de tous les canaux d'acquisition. Et en fait, moi, j'ai fait le début de ma carrière dans cette boîte-là, en tant que responsable affiliation, puis en tant que responsable acquisition. Et quand je suis parti, bah, la chose que je maîtrisais le mieux, c'était que, heu, en tant que responsable affiliation, je bossais avec des affiliés qui faisaient des sacrés, montants par rapport à mon salaire et je me Mmh. suis dit: «Bah, tiens, pourquoi est-ce C'est que un pas de l'autre côté et pourquoi je ne deviendrais pas moi-même affilié?» C'est-à-dire générer du trafic sur mon site et renvoyer une partie de cette audience à des partenaires tiers qui vont me rémunérer, sous un format affiliation ou parrainage pour les personnes qui sont pas familières. Le parrainage, en général, ça parle. Tu reçois un petit cadeau dès que tu ramènes un client. Bah, là, en l'occurrence, le c'est cadeau, c'est ça. un pourcentage du panier dépensé par les clients là-bas. Voilà, Ouais, c'est un finalement l'affiliation, à internet, c'est un business vieux comme le monde parce que c'est le business d'apporteur d'affaires, en fait. exactement, c'est ça. Certes, tu me rémunères un petit peu. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi vieux qu'internet finalement, mais c'est un business qui perdure encore. Toi, tu étais dans quel secteur, dans tes sites d'affiliation, lorsque tu, les créais? J'ai fait beaucoup de secteurs parce que j'ai créé beaucoup de sites, mais on va dire que les secteurs dans lesquels j'ai réussi à établir un vrai business à proprement parler, j'ai eu la santé. J'ai démarré dans la santé, l'univers de la pharma notamment, qui s'est fait, bah, par exemple complètement, détruire en 2018 quand il y a eu les grosses updates, Google Medic et OK. YL. Voilà, où là, il y a eu un gros switch de Google qui a décidé, à juste titre, d'arrêter de mettre en avant des sites médicaux qui n'étaient pas gérés par des gens Médecin. voilà. Il y en a toujours, mais disons que ça a fait un gros tri et je Heu, suis passé à la trappe à ce moment-là. Après ça, j'ai bossé pendant plusieurs années dans l'univers canin. OK. On a appris pas mal de choses puisque, à l'époque, du coup, j'ai passé mon diplôme d'éducateur canin pour venir renforcer ma crédibilité sur le site, en apprenant de ce que j'avais, mal fait sur la santé, hein. Je me Ah suis ouais, toi, tu fais pas les choses à moitié, c'est bien. non, moi j'aime bien aller au bout des choses et puis surtout j'aime bien comprendre donc je trouvais ça génial de
après, c'est un métier qui est plus accessible aussi, tu vois. J'aurais pas pu devenir médecin pour mon site, mais tu vois ce que je veux Ou, dire? ou pilote de chasse. Il y a des chasses, donc j'avais déjà des petits sites dans l'univers canin et je me suis dit: «Tiens, ça, c'est intéressant parce qu'il y a des formations courtes pour devenir éducateur canin». Je recommande pas de travailler avec un éducateur canin qui vient juste de faire sa formation, hein. C'est pas, hein, mais au moins j'avais suivi la formation, j'avais les bases, donc je pouvais travailler avec des gens du secteur. Et après ça, j'ai travaillé dans l'univers de la rencontre aussi. Ah ouais, d'accord. Donc là, Ça, des c'est... métiers très Ouais. divers et variés. C'est justement ce qui a fait beaucoup de mal aux sites affiliés comme ce que moi j'avais l'habitude de faire il y a 15 ans. C'est qu'à l'époque, tu pouvais faire extracteur de jus pas cher.fr. Ouais, voilà. Dès Oui. que quelqu'un tapait extracteur de jus pas cher, tu tombais dessus et en fait, ça générait effectivement des centaines, voire des milliers d'euros par mois parce que tu prenais, 10 de commission sur les produits et ainsi de suite. Mais bon, déjà les commissions Amazon ont diminué au fil du temps et puis surtout Google a compris que extracteur de jus pas cher, extracteur de jus moins cher, extracteur de jus en France, c'était un peu toujours la même, came et du coup, ils ont remplacé ça par des gros médias type The Wired qui d'ailleurs, ouais, The Wired qui s'est fait racheter d'ailleurs à l'époque par le New York Times. Ça a été une des plus grosses transactions de rachat de sites affiliés par The New York Times. Je crois que c'était 30 millions de dollars à l'époque. Donc Ça c'est doit être- un énorme site, un énorme média affilié qui est repris par un énorme média qui a rien à voir avec l'affiliation. Hem et du coup, Google s'est dit: «On arrête de mettre en avant tous ces sites-là parce que ça pollue, Google Ouais. et à Ouais. la place, on met que les sites crédibles». Bon, bah, Mhm. maintenant, du coup, les spécialistes de l'extracteur de jus, c'est BFM, Le Monde et Elle Magazine, tu vois? Et c'est ça qui est dingue. Et moi, j'ai remarqué ça depuis quelques années. Les sites à très grosse audience, comme ceux que tu viens de citer, en France en tout cas, ils font de l'affiliation aussi. Ouais, ils font C'est, de l'affiliation et en plus, ils sont formés par Amazon aux meilleures ventes, aux meilleurs produits, aux meilleurs tout parce que Amazon aussi a compris que vu que les petits sites se faisaient dézinguer. Mais que Google, du coup, dans sa volonté de favoriser le professionnalisme, favorisait les plus gros sites, bah, du coup, ils sont allés toquer à la porte de ces gros médias et puis ils leur ont dit, «Si vous voulez, on vous aide à gagner un peu d'argent. Vous avez l'air en plus de galérer avec votre modèle freemium et la programmatique. Nous, on a un modèle qui est nickel. Vous mettez, meilleur comparateur de jus parce que vous êtes Le Monde, tout le monde va vous faire confiance» et c'est vrai en plus. argument d'autorité. Voilà et puis vous allez gagner de l'argent et du coup, maintenant, les médias sont non seulement empêtrés dans le freemium et la programmatique, mais en plus, ils sont dépendants d'Amazon. Tout ça, ça a aussi fait la part belle au e-commerce parce que quand même le beau changement pour le e-commerce de toutes ces années, c'est que Google a aussi compris que finalement, le meilleur moyen d'aller à l'encontre de renvoie tout vers Amazon, c'était de comprendre qu'est-ce que les gens cherchaient. Et finalement, c'est la réalité. Quand quelqu'un cherche extracteur de jus pas cher, il cherche pas un comparatif d'extracteur de jus avec des explications sur qu'est-ce que c'est un extracteur de jus. Il cherche un site e-commerce qui vend des extracteurs de jus pas cher. Et donc là, il a fait évoluer. Et maintenant, finalement, fut un temps, tu avais Amazon et puis tous les sites comparatifs. Maintenant, on va peut-être pas faire le test en live, mais si tu tapes extracteur de jus, il n'y a plus aucun site comparatif. Par contre, tu vas avoir des vrais sites e-commerce parce que finalement, Google veut que, de ton intention au résultat, il y ait, le chemin le plus court possible et Moi, j'ai la question un peu que tout le monde se pose, c'est alors déjà combien coûte un site e-commerce? Tu vas me dire évidemment ça dépend du site et du coup alors comment se calcule, la valeur d'un site e-commerce? Vous vous ouais, basez sur quoi? alors oui, ça dépend du site, mais en fait, c'est quand même très, critérisé. Je sais pas si c'est les bons mots, mais, c'est quand même basé sur des critères qui sont très faciles à comprendre. Donc en fait, ça dépend. Est-ce que je peux dire que ça dépend de 2 choses? Alors déjà, ça dépend de la taille. On va commencer par une chose basique, ça dépend de la taille. C'est-à-dire que plus tu es petit, moins tu vaux cher et c'est logique puisque tu vas intéresser une audience acheteuse qui cherche à reprendre soit un side business, soit une petite activité e-commerce et donc c'est des audiences qui vont être très axées sur la rentabilité de l'investissement. D'accord? Donc ça veut dire que ton business, heu, si je peux résumer jusqu'à 150 000 € de marge annuelle, heu, tu vaux difficilement plus que 1,5 à 2 ans, 2 ans et demi de profit. D'accord.
Donc si tu as une marge de 100 000 par année, il va potentiellement pouvoir être acheté 150-200 000 Voilà, en one shot. OK. exactement. Si on se base que sur la notion de critères de taille. Après, j'apporterai un petit peu de variation là-dessus. Et par contre, si tu fais plus que 100 000 et plus tu grimpes, plus en fait, tu vas être repris non plus par des personnes qui rachètent de la rentabilité, mais par des personnes qui achètent des parts de marché. Et quand tu rachètes des parts de marché, alors tu analyses des critères qui vont au-delà du simple cash qui rentre. Peut-être que tu t'intéresses au chiffre d'affaires. Donc, du coup, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est peut-être une boîte qui se dit, mais nous, en fait, racheter 2,5 millions, même si c'est pas très rentable, bah, 2,5 millions dans notre groupe qui fait déjà 15 millions, ça nous permet maintenant de peser 17,5 et peut-être que sur le marché, c'est solide. Ou alors, c'est des rachats stratégiques. Euh, une boîte qui vendrait déjà plein d'accessoires de cuisine et qui rachèterait ton e-commerce qui fait 2,5 millions sur des extracteurs de jus, c'est peut-être hyper stratégique pour eux de mettre la main sur ce marché là maintenant tout de suite et donc on va payer un peu plus cher. Et donc ça, c'est ce qui fait qu'un e-commerce plus gros peut valoir entre 2,5 et 5 fois globalement la marge nette ou le BE dégagé à la fin de l'année. Ok. Là, je parle évidemment sur le marché francophone, puisque si on partait à l'international, il peut y avoir des variations. Et après, qu'est-ce qui fait que tu peux valoir x10, x12? Parce que quand même, des fois, il y a des business qui partent à beaucoup plus que 5. Bah là, on est sur deux options. Soit c'est le moment où tout le monde veut acheter. Donc, c'est un instant T dans l'histoire qui fait que c'est hyper critique de se positionner sur un truc. Soit c'est un rachat hyper stratégique. C'est ce qu'on vient de voir un petit peu avec l'idée de je veux lancer une nouvelle gamme. Et ça veut dire que tu tombes sur la personne qui a tellement besoin de se lancer sur ce secteur qu'elle est prête à payer bien au-delà. Et peut-être que tu as une marque, des brevets ou des choses qui justifient de payer beaucoup, beaucoup plus cher. Mais ça arrive dans 5% des cas, j'imagine. Ouais, voire moins. Voire moins. Ou alors ça intervient peut-être sur des transactions bien au-delà de 5 millions d'euros, donc que je ne vois pas passer sur d'autres markets. Voilà. Mais si Ok. la boîte, elle vaut moins de 5 millions d'euros, il y a quasiment aucune chance que tu vales un x7, x10, x12 parce que mathématiquement, si tu vaux moins de 5 millions d'euros, ça veut dire que tu es pas assez gros pour être un enjeu stratégique majeur pour Oui, le bien. secteur. Voilà, voilà. Ok. Et après, les autres critères qui vont venir impacter, là, on a parlé de la taille. Je pense que c'est bien de savoir où tu te situes en termes de taille déjà. Mais après, tout ce qui va impacter et que tu passes de 1,5 à 2,5 ou de 2,5 à 5, c'est ta thématique. Il y a des thématiques qui se vendent plus cher que d'autres ou moins cher. Les fringues, par exemple, ça se vend moins cher parce que plus de SAV, plus de problématiques de renouvellement, plus de gestion des stocks compliqués, les tailles, les couleurs et ainsi de suite. Donc ça tire vers le bas. Tout ce qui est difficile à stocker, les meubles, les meubles lourds, par exemple, bah, ça se vend un petit peu moins cher parce que tu as un énorme espace de stockage et ainsi de suite. Et tous les critères qui vont, l'électronique, ça peut se vendre moins cher aussi pour toutes les problématiques d'import, de douane et ainsi de suite. Les thématiques à risque, le CBD se vend moins cher parce que tu sais jamais Oui, exactement si les produits augmentation. Et voilà, vont rester. Et après, tout ce qui va permettre de tirer vers le haut les prix, bah, ça peut être la récurrence, évidemment. Ça, c'est un point clé. Si tu es sur un business avec du consommable ou de l'abonnement, bah, là, ça peut te tirer très haut dans les multiples. Euh, Peut-être la qualité des produits, peut-être si tu as une marque un petit peu spéciale, etc. Mais globalement, la récurrence, voilà, on va dire. oui, évidemment. Évidemment. Et il y Tes a canaux aussi un d'acquisition tes canaux d'acquisition, pardon, le SEO, très bonne base. Si tu es 100 dépendant de l'Ads, ça tire un petit peu vers le bas parce que tu as pas créé assez de barrières à l'entrée. Donc la diversité des canaux est aussi un point qui peut fortement impacter la valorisation perçue de ton business. D'accord. Donc quand quelqu'un, propose son site, vous allez regarder un petit peu tous ces indicateurs clés, chiffre d'affaires, marge, récurrence, est-ce que c'est, dépendant ou paid? Et ensuite, c'est vous qui allez, donner un chiffre ou c'est quand même le vendeur finalement qui dit: «Bah, non, moi je veux le vendre 2 millions, hein, point c'est tout, peu importe». C'est vous qui choisissez le prix? C'est nous qui proposons le prix et Ouais, ensuite évidemment, il y a de la discussion. ça se négocie, ouais, évidemment. Voilà. Puisque nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment analyser tous les éléments à disposition. Ça rentre dans une matrice interne de des deals, on en analyse 3 500 par an en automatique. Mmh.
on en a vendu sur les 5 dernières années un peu plus de 500. Donc, tu vois, ça nous fait énormément de data aussi pour savoir globalement à combien peut partir un site. Donc, on vient en fait euh, confronter la base de calcul initiale à la réalité du marché. Donc, la réalité du marché, c'est les comparables, c'est-à-dire à combien se vend un business dans ta thématique et est-ce que notre outil l'a un peu surévalué ou sous-évalué par rapport à ce qu'on observe sur le marché à un instant T. Voilà. Et donc, nous, on propose le prix. Et ensuite, évidemment, c'est une discussion avec le cédant. Mais si nous, on estime à 1 million et que tu en veux 2 millions, on arrête, on bosse pas ensemble. Personne ne- Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive beaucoup? Est-ce que les gens ils ont tendance, parce que c'est comme quand on vend une maison, on a toujours tendance à la surévaluer un petit peu. Est-ce que les gens, ils ont toujours tendance à surévaluer leur e-commerce? Ils sont toujours un petit peu déçus quand vous leur annoncez le prix ou au contraire, Écoute, pas forcément, parce que c'est quand même un secteur où il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Donc, on a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas combien leur business peut valoir au moment où ils prennent contact avec nous. Euh, On en a évidemment qui sont pas satisfaits et qui, par exemple, qui sont passés par un expert comptable avant pour la valorisation. Et l'expert comptable a valorisé leur site e-commerce comme une boulangerie avec un petit x6, histoire de dire, voilà, tu vois. Donc, nous, quand on arrive et qu'on dit c'est x2, x3, la claque, elle est assez violente. Mais en général, bah, ces personnes-là, ils leur font un temps de digestion, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et puis, au bout d'un moment, on les revoit parce que en fait, ils se sont confrontés au marché, ils ont vu que, et on repart sur des meilleures bases. Mais c'est vrai que si tu es passé par un système de valorisation traditionnel, type expert comptable non spécialisé en e-commerce, tu te retrouves avec une attente qui est décorrélée parce qu'elle n'a pas été basée sur des chiffres concrets. Et du coup, derrière, c'est un petit peu plus difficile pour les négociations. Ouais. ouais, j'imagine. Moi, j'ai une question, Kevin. C'est qui vos concurrents sur le marché français ou européen? Parce que j'imagine que des marketplaces de vente de sites, qu'ils soient e-commerce ou éditeurs ou autres, c'est pas nouveau. Non. Ça va au des un secteur qui hem, c'est quoi votre place aujourd'hui sur le marché français? Ouais. Alors, sur le marché français, je connais pas le chiffre d'affaires de tous mes concurrents, mais je peux dire à coup sûr qu'on est leader sur la partie volume proposé. OK, Que on propose 200 à 300 deals par an, même si cette année, on en a proposé un petit peu moins parce qu'on a eu une période de changement de nos process d'audit qui sont un petit peu plus longs. Mais globalement, ça fait 3 ans qu'on propose un peu plus de 300 deals par an. Et ça, il y a aucune plateforme en France qui propose autant de volume. OK, Hem, En termes de chiffre d'affaires, ce serait difficile de te dire puisqu'évidemment, c'est assez confidentiel dans le secteur et les cabinets M&A partagent pas, forcément leurs d'accord. opérations. Mais tu vois, pour comparer, dans le classement des cabinets M&A, français, les plus gros font, 58 transactions par an. Nous, on en fait 200 par an, tu vois, des deals. D'accord. Ah Et ouais, donc on fait des deals qui vont de 5 000 à, plusieurs millions. On couvre une typologie de deal qui n'est pas du tout recherchée même par les cabinets M&A bien. traditionnels. Donc, Mmh. en volume, on est les plus gros. Hem, Après, on a quand même de la concurrence. On a de la concurrence de cabinets traditionnels qui prennent du digital, évidemment, mais qui vont s'intéresser plutôt à des deals au-delà de 3-5 millions parce qu'en dessous, ça les intéresse pas vraiment en termes de rentabilité. On a quelques concurrents très spécialisés en France, type, Dealing Room ou Storybee. Et si vous allez voir leur plateforme, vous verrez, ils ont chacun, 5-10 deals, quelque chose comme ça. Nous, on en a 70 en ligne à l'heure où on se parle. Donc, c'est des concurrents nichés sur une partie, tandis que nous, on a fait le choix d'associer, cabinet et marketplace pour pouvoir traiter plus de deals. Et finalement, les plus gros concurrents ou les vrais concurrents, si je puis dire, ils sont à l'international. Voilà. Ça va être, Acquire, Empire Flippers, Flippa, heu, j'allais dire Trustio, mais ils ont fermé il y a quelques mois. Donc, voilà, des plateformes internationales pour qui le marché français est un des, 60 Oui. marchés ouverts. Et donc, Mmh. quand on se promène sur ces plateformes, on va trouver des deals français. On trouvera pas l'accompagnement et cetera, mais on va trouver des deals Les français. 2 dernières années, sur tous les ventes de sites e-commerce, est-ce que tu as pu remarquer un secteur récurrent ou une thématique, qui prenait de plus en plus de place, chez, les acquéreurs de sites e-commerce, des choses qui sont,
vraiment, comme une mode en fait, hein, d'une certaine manière. Moi, j'aimerais te dire que c'est le cas, mais on a une mine de rien, même avec, 100 plus transactions par an, en fait, les thématiques vendues sont tellement diverses. Ouais, Quand je te dis diverses, c'est que, tu vois, on peut vendre, des tasses, des t-shirts personnalisés, des pigeons voyageurs, c'est pas vraiment, alors le des site pigeons voya ouais, on a déjà audité un site qui vendait des pigeons voyageurs, j'adore. ou des fourmis, tu vois? Des kits de fourmis, bah, mais j'en ai eu qu'un, je peux pas te dire que les kits de la nouvelle tendance sur les faut se jeter 25. Mais mais du coup, c'est intéressant. Mais du coup, ce qui se vend le mieux et ce qui est toujours recherché, c'est les accessoires de la maison. Ça, c'est toujours gagnant. Le luminaire, la décoration, en fait, tout ce qui touche à la maison, ça parle à tout le monde. Ah, je pense que, tu vois, il y a un côté, fut un temps, c'était Montessori et les accessoires pour enfants. Oui, 2 ans, tu vois, ça cartonnait. Ensuite, c'est tombé. Mais aujourd'hui, je crois que rien que cette année, on a vendu au moins 3, 4 sites dans l'univers des luminaires, voilà, par exemple. Mais globalement, tout ce qui touche à l'univers de la maison, entre guillemets, ça parle à tout le monde. Même quelqu'un qui débute dans le e-commerce est capable de comprendre, de voir l'intérêt, de tester le produit et donc ça fait toujours des ventes assez, faciles, on va dire. d'accord. Et est-ce que le modèle après je te laisse la parole, Amine. Est-ce que le modèle du dropshipping continue à avoir autant de succès malgré le fait que les gens sont beaucoup plus éduqués? C'est-à-dire que le grand public, les consommateurs potentiels sont très éduqués sur les risques qu'il peut y avoir, à commander sur ce type de site? Alors ça, tu m'obliges en fait à pondérer le très éduqué. Je pense que c'est très éduqué dans notre secteur, dans votre secteur. C'est vrai que les gens du secteur e-commerce désormais savent précisément ce que ça veut dire dropshipping et ainsi de suite. Mais pour le grand public, je pense que le niveau d'éducation est encore loin. Et du coup, oui, pour 2 raisons. Hem, Déjà parce que le dropshipping, c'est avant tout un modèle logistique et non pas un synonyme de qualité pourrie et de délai, à rallonge. Et nous, on a des sites de dropshipping avec sourcing en France, livraison en 3 jours et c'est génial. Et 2, parce que ça correspond quand même à ce que beaucoup d'investisseurs, notamment débutants, cherchent en termes de facilité de 1 pas sur le web. Bah, un site de dropshipping, ça a quand même l'avantage de pas avoir de stock à gérer, de pouvoir être, très facilement pris en main, surtout si ça tourne sur Shopify, tu vois? C'est un peu tous les critères de rentrée facile. Maintenant, il y a de moins en moins de gros sites de dropshipping. Tu vois? C'est quand même très axé, side business, le dropshipping. En général, quand ça grossit, ça bascule sur un format e-commerce parce que tu veux gérer, mieux le stock et ainsi de suite. Mais on a des boîtes à, 200 000-300 000 € sur Dotmarket qui fonctionnent qu'en dropshipping. En général, pas du dropshipping venu de Chine. Kevin, à partir de quel moment un business il devient, vendable? C'est quand le bon moment pour, vendre? Des fois, on a un petit peu l'impression que les personnes, ont créé leur entreprise, leur site e-commerce. C'est monté, puis quand ils sentent qu'il y a un petit souci, c'est le moment de vendre. Alors, comment on fait quand on est acheteur et qu'on a envie d'acheter un site, en se disant: «Bah, voilà, je l'achète pas, au fait, au pire moment»? Ouais, Ça, c'est aussi, je suppose, une possibilité? ouais, tout à fait. C'est, alors on peut se positionner du côté vendeur et on peut se positionner du côté acheteur. Si tu te positionnes du côté vendeur, le meilleur moment évidemment, c'est quand tu atteins un plateau et que tu penses que le prochain plateau va te coûter plus qu'il va te rapporter. Si je dois le simplifier. Donc tu as monté ton site, tu as atteint un plateau avec tes compétences, ton temps, ton énergie, ton budget et tu as quelques mois de flat et tu te dis: «Waouh, la suite, il faut beaucoup que j'investisse, ça va me prendre peut-être plus de temps. J'ai pas forcément envie de le faire, je revends maintenant». Ça, c'est le moment génial pour vendre à mon sens. Si ça commence à descendre et souvent c'est le cas, parce que tu te dis: «Je le garde tant que ça fonctionne» et là, je panique parce que ça commence à baisser, c'est déjà trop tard. Ça ne veut pas dire que ça va pas se vendre, mais évidemment, ça va avoir un impact sur le prix et les acheteurs vont en profiter pour négocier le prix à la baisse et nous aussi d'ailleurs, puisque notre job, ça va être de mettre en garde que la valorisation, va continuer à baisser si le site n'est pas vendu très rapidement. D'accord? Hem, Nous, on prend les sites qu'à partir de 2 ans d'ancienneté minimum sur Dotmarket et ça va
faire la transition avec les acheteurs. Mais pourquoi nous, on le fait? Parce qu'on considère qu'il faut minima 2 ans d'ancienneté pour qu'on ait assez de data pour calculer quelque chose d'à peu près cohérent. OK? Maintenant, si on se met du côté de l'acheteur ou des acheteuses, hem, ça dépend de ta stratégie. Est-ce que tu cherches un business qui est hyper stable parce que tu veux de la sécurité? Et dans ce cas-là, tu prends le business qui est évidemment stable, avec le plus d'ancienneté possible, donc bien au-delà de 2 ans si possible. Est-ce que tu prends un business que tu veux acheter en cash ou financer avec la banque? Si tu veux financer avec la banque, il faut qu'il ait 3 ans d'ancienneté, des bilans disponibles et ainsi de suite. Et donc, il ne faut pas qu'il soit en baisse non plus, parce que sinon, ça va être problématique. Ou est-ce que tu es en rachat d'opportunités sur lesquelles tu penses avoir des leviers très faciles à activer? Et à ce moment-là, peut-être que la baisse n'est pas un problème pour toi parce que tu vas doublement l'utiliser. Un, tu vas comprendre d'où vient la baisse et c'est peut-être exactement cette baisse-là que tu es capable de redresser. Et deux, tu vas pouvoir utiliser cette baisse pour négocier le prix de manière plus basse. Donc, ça dépend vraiment de ta stratégie. Et si tu es primo-accédant, alors évidemment, il ne faut pas que tu prennes un business qui est en baisse. Si tu es plus expérimenté sur le secteur et que tu es très confiant dans les compétences et les choses que tu vas pouvoir déployer sur le site, alors en général, la baisse n'est pas un problème, c'est plutôt une opportunité qui est saisie par les repreneurs qui ont compris d'où venait la baisse. Et C'est qui vont la négocier à leur avantage, quoi. Oui, exactement. Ouais, Ça vous est déjà arrivé de vendre un site qui a crashé après 6 mois de reprise? ouais, bien sûr, bien sûr. Risque. Mmh. Ouais, bien sûr. Alors, à l'époque des sites de contenu, évidemment, c'était complètement imprévisible, mais une update Google qui dégomme un site, Ouais, malheureusement, on en a vu passer. ça c'est Hem c'est Et d'ailleurs, à l'époque, on vendait beaucoup de sites de contenu. Aujourd'hui, il y en a quasiment plus à vendre. Mais en fait, tout simplement parce que l'histoire fait que ces sites-là sont de plus en plus volatiles et difficiles à maintenir dans le temps. Et donc, bah, si tu regardes les 2 dernières années, comme ce que nous on fait, minimum 2 ans d'ancienneté, bah, tu te rends compte que c'est difficile de maintenir un site de contenu avec 2 ans de stabilité. Il y en a de moins en moins, donc il y en a de moins en moins à vendre. En e-commerce, honnêtement, cracher un site en 6 mois, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça arrive. Et là, par contre, en général, malheureusement, c'est beaucoup plus lié à des problématiques d'action des repreneurs ou d'inaction des repreneurs. ouais, c'est la Et, gestion et- qui et donc, ça peut être, ça tournait sur de l'ADS et puis il n'y a pas les compétences ADS du côté du repreneur. Donc, les pubs s'essoufflent et puis il n'y a pas la capacité à les renouveler. Euh, J'ai déjà vu, des migrations foirées. Là, tu prends un vieux CMS et tu te dis: «Je le mets sur Shopify, c'est plus simple» et fini. Donc ça, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on conseille. Ne jamais essayer de réparer un truc qui est pas cassé ou en tout cas pas le faire tout seul. Hem, c'est arrivé une fois qu'on vende un site où le fournisseur décide de pas poursuivre avec le repreneur. Ah. Ça, c'est vraiment un coup de pas de bol. Alors, pour le coup, le site a pas du tout craché parce que la personne vu qu'il y avait pas du tout d'ads exploitées en déployant les ads, il a fait exploser les autres produits. Mais quand même, c'est un warning. Toujours vérifier, notamment quand il y a des contrats avec les fournisseurs, si le fournisseur continue à travailler avec le repreneur. Parce que sinon, effectivement, on peut cracher un site. Et, et voilà. Et après, j'ai vu pas mal de sites baisser petit à petit sur une mauvaise compréhension du temps nécessaire pour gérer le business. Donc ça, on en voit Mmh. régulièrement sur DotMarket, des gens qui achètent un site. Alors souvent, c'est des petits sites, hein, 15, 20, 30 000 euros. Et puis 6 mois plus tard, en fait, ils nous recontactent en disant: «Ah, en fait, je me suis rendu compte que c'était plus de travail que ce que je pensais, plus de compétences. J'en veux plus, je le remets à la vente». C'est rare que le site soit à la même performance. Très souvent, malheureusement, il a commencé à baisser parce que, voilà, il y a eu moins de gestion. Moi, je me rappelle, j'avais un ami il y a une 10-12 ans qui avait monté un site e-commerce et il vendait des figurines de pop. Il avait les licences et tout, tu vois? Et donc il a revendu, donc c'est je sais pas, ça a duré quelques années, il avait, quelques employés, puis il a revendu ça à, je crois, 2 acquéreurs, luxembourgeois qui, étaient issus du monde de la finance et qui voulaient, vraiment se lancer dans l'e-commerce. Mais, les gars ont complètement, comme tu indiquais, sous-estimé la charge de travail que ça représentait. Mon pote, il était vraiment en train d'essayer, bah, c'était son bébé, donc il voulait quand même que ça continue derrière. Puis en fait, de fil en aiguille, il avait encore les accès back office et puis ça il s'apercevait que, bah, en fait, c'était la catastrophe totale.
les gars submergés, les repreneurs submergés par, à la fois le travail et puis, les commandes en cours, ont commencé juste à encaisser les orders, les commandes, mais ne plus livrer. Bon, mais ça a duré quand même un bout de temps, hein, c'est peut-être 4, 5, 6 mois et à la fin, c'est le provider, c'était le Stripe, de l'époque, je sais plus comment il s'appelait, qui a mis off la possibilité de payer et c'est comme ça que c'est terminé. C'est C'est un bon moyen de comprendre que l'échec, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et donc, vous avez peut-être suivi l'essor des agrégateurs e-commerce, notamment agrégateurs FBA, juste après la Covid, type Razor X, type Thrasio. Thrasio, ils ont levé jusqu'à 1 milliard en série D pour racheter des business Amazon FBA. Donc, post-Covid, énorme radia. Nous, on essayait tu vois, de se positionner sur des business Amazon FBA. C'était impossible parce qu'ils étaient tellement agressifs pour racheter des business qui tournaient sur Amazon qu'en tant que courtier, tu n'avais pas besoin de travailler. Tous les vendeurs avaient déjà été contactés par 10, 20, 30 agrégateurs prêts à payer des multiples. Là, pour le coup, c'était une énorme bulle. x4, x5, x6, x7, x10, peu importe ce qu'ils voulaient, c'était amassé. Mais tu regardes aujourd'hui le nombre d'agrégateurs encore en vie, alors qu'on parle quand même d'agrégateurs qui ont levé des centaines de millions, hein. Il y en a quasiment plus parce qu'ils ont tous fait la même erreur, c'est-à-dire regarder le côté financier. Ils avaient tous les mêmes thèses d'investissement. 25% de marge, telle thématique, telle thématique, telle thématique. On veut pas d'électronique, on veut pas de fringues, on veut pas de consommables. Il faut que ça soit absolument sur Amazon. Il faut que ci, il faut que ça, il faut machin, il faut truc. Et en fait, juste après la Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu une énorme hausse du coût des matières premières. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement avec la hausse du coût des containers, avec la hausse, avec le, bah, vous connaissez mieux ça que moi, mais il y a eu plein de critères finalement qui étaient un peu imprévisibles, quand même, faut le dire, qui ont fait exploser tous les coûts. Nous, ça a été une année horrible parce que pendant 1 an derrière, il n'y avait plus aucun e-commerce qui se présentait qui était rentable si tu prenais les 12 derniers mois, hein. Donc, il a fallu 2 ans pour retrouver en fait assez de data pour se dire en fait c'était une année noire et c'est pas grave. Mais quand tu es dans une année noire, que tu as levé des centaines de millions, que tu as basé tout sur on dégage 25% de marge et qu'en plus c'est des financiers à la tête du truc, ben en fait tous ces business-là, ils se sont crashés. Et là, tu peux voir des business qui se sont crashés en 6 mois, 1 an, 2 ans. Et ça a été assez violent. Et tu as plein de boutiques Amazon qui ont fermé suite à ça. Parce que tu la finance et le digital, tu vois, on en revient à l'explication du début. Si tu sais pas qu'est-ce qui fait la solidité du business digital et que tu regardes juste les indicateurs financiers, bah, par moment, en fait, tu es complètement largué et tu n'as pas vu les trucs qui, pour un e-commerçant, sont obvious. Tu vois. tu peux nous rappeler ce que c'est, Kevin, s'il te plaît, les agrégateurs dont tu viens de parler? C'est quoi Ouais. le On peut dire que c'était des fonds d'investissement spécialisés sur des verticales. Donc, c'était des fonds d'investissement montés par des financiers pour la plupart qui se spécialisaient sur le rachat de boutiques qui tournaient exclusivement sur Amazon. Et d'accord, leur enjeu, c'était d'agréger un maximum de boutiques pour espérer à un moment donné faire des économies d'échelle. Et leur, d'accord. leur vision, c'était toujours de dire on rachète un Amazon FBA France et en fait, il va suffire de le déployer sur toutes les plateformes un peu partout dans le monde. Tu vois. Et c'est une réflexion, quand tu la regardes comme ça, tu te dis c'est logique, c'est efficace. Sauf qu'après, quand tu es e-commerçant, tu sais que chaque plateforme a ses spécificités, que scaler une boîte, c'est pas juste déployer sur 50 marketplaces. Et ça, je pense que c'est un point qui était un peu dans un angle mort. Et donc, il fallait que tout tourne parfaitement pendant plusieurs années pour soutenir la croissance. Et le coup dur est arrivé finalement probablement un peu trop tôt. Hein. J'ai une question. Est-ce que sur d'autres markets, tu, observes, tu repères des gens qui montent des sites e-commerce, qui, attendent 2, 3 ans sur une verticale, donnée, sur, je sais pas, des fringues, l'univers de la maison, enfin n'importe quoi et qu'ils revendent et en fait, qu'ils recommencent à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils lancent une boutique, ils la rendent, assez, attractive pour des acheteurs, ils la vendent Mm. et ils Ouais, ouais, bien sûr. C'est minime, évidemment, déjà parce on est dans notre 6e année d'activité. Donc,
Ouais. C'est difficile de voir des gens qui créent une boutique et qui la gardent 3 ans quand tu as que 6 ans sur le marché. Oui. Mais oui, ça existe. Et on a, c'est une proportion minime parce que c'est quand même des gens, pour le coup, qui ont un certain professionnalisme et une conscience de: «Je peux build tout seul», hein. Et ce qui est quand même, assez niché sur le marché français où la majorité des gens qui vendent leur boutique sont des gens qui ont créé une boutique en ayant parfois même aucune idée de ce que ça pouvait devenir et alors la vendre, autant te dire qu'ils y avaient pas pensé au début, tu vois? Mais ça commence à arriver et c'est surtout du coup des gens qui sont là depuis assez longtemps pour avoir vu l'évolution de la tendance de la reprise d'entreprises et de business digitaux. Donc aujourd'hui, c'est minime, mais je serais pas étonné de voir que ça grandit au fil du temps avec des personnes qui vont se spécialiser dans je crée et tout ce que je crée, je le fais pour le revendre. OK. Oui, parce on imagine toutes les personnes qui ont créé leur site, depuis le début, tout ce que ça, engendre comme complications. Finalement, un site ou un business e-commerce, il coûte très, très cher au début parce qu'il y a tout, il faut faire le site, il faut trouver les bons fournisseurs et cetera, mais il y a aussi tout le test des ads, Mmh. voir les canaux d'acquisition de trafic qui fonctionnent le mieux. Tout ça, c'est des essais-erreurs et finalement, quand on arrive en achetant un site, on n'est pas passé à travers toutes ces étapes qui sont en fait hyper, hyper compliquées où finalement, je suppose, alors je connais pas les chiffres, hein, mais où 80 des personnes, c'est dans ces 2 premières années qui se plantent en fait. Donc il y a un réel intérêt à racheter si on a envie finalement d'avoir quelque chose clé en main qui fonctionne, assez rapidement. Ouais, c'est ça et en fait, tu l'as dit effectivement, les gens rachètent pour gagner du temps et c'est logique. Hem, mais moi, je trouve que le meilleur rachat, c'est effectivement quand tu rachètes quelque chose qui a posé les bases d'une partie que tu aurais peut-être pas réussi à faire par toi-même, type une base SEO. Et c'est pour ça que le meilleur business à racheter, notamment pour les personnes débutantes, c'est un business qui a une solide base SEO et pas un business qui a une solide base en ads. Parce que c'est plus facile d'apprendre le SEO sur le tas que d'apprendre les ads où day one, tu as besoin d'être au taquet parce que s'il y a une pub qui baisse ou qui saute, ton chiffre d'affaires, il est impacté. Et ça, c'est un point qui est souvent négligé et qui peut amener les gens à faire des erreurs, à racheter un business et à le cracher en 6 mois. C'est le décalage entre ce que tu vois et ce que tu finalement vas devoir faire. Un peu effet Dunning-Kruger, quoi. Tu vois un truc et tu te dis, «Bah, ça a l'air hyper facile, il y a des gens qui arrivent sur la boutique, ils achètent, moi aussi je peux gérer les commandes». Oui, mais en fait, gérer les commandes, c'est que la partie en front. Derrière, il y a la négociation. Tu avais vu qu'il y avait des ads, tu avais vu que tous les 6 mois, il fallait renouveler et cette partie-là, elle est souvent un petit peu négligée et donc elle demande et ça, on essaye de le faire sur les plus gros dossiers, d'accompagner les gens, de les aider à rédiger leur thèse d'investissement, mettre à plat leurs compétences et matcher ces compétences avec les sites qui vont nécessiter ces compétences-là et pas celles qu'ils ont pas. Ou alors leur dire, en fait, si tu as pas les compétences, est-ce que tu as le budget pour payer quelqu'un qui va le faire pour toi? Mais si tu as le budget, est-ce que le site dégage assez pour te payer et payer la personne? Tu vois? Et là, on rentre dans un jeu qui est beaucoup plus amusant et qui souvent est éliminatoire parce que si tu as pas les compétences et pas le budget, alors probablement que tu devrais pas acheter le business. Moi, il y a Je voulais faire un petit jeu avec, vous 2, pas vraiment un petit jeu, mais si, Mmh. si on est un e-commerçant qui a envie de se lancer, débutant, est-ce qu'on pourrait faire une petite liste des red flags et des green flags? On a parlé de la récurrence, pour acheter à son e-commerce. Est-ce que tu as comme ça une petite liste quand on est débutant, un petit peu des choses où il faudrait, un peu se méfier? Alors, tu as parlé de la récurrence, tu as parlé aussi du fait que c'est mieux si, le SEO, que l'acquisition de trafic se fait, principalement par le SEO. Est-ce que tu as 2 ou 3 petits tips comme ça pour, quelqu'un qui voudrait se lancer? Ouais, bien sûr. Alors, tu peux regarder, la qualité ou la norme des produits. Il y a quand même beaucoup de boutiques dans pas mal de thématiques qui vendent des produits, qui sont pas aux normes ou voilà, donc il faut pas se lancer là-dedans, surtout quand tu es débutant. Tu peux regarder, le taux de retour. Ça, c'est mmh, évidemment, tu le vois difficilement sans avoir accès aux données du back office, mais c'est pas la même chose un business qui a un très petit taux de retour et un business où tu te retrouves à devoir gérer de la logistique de produits, voilà. Tu peux regarder la différenciation.
Tu en as parlé tout à l'heure, Arnaud, mais le même produit, en fait, le même produit peut être vendu sur plein de boutiques. Mais qu'est-ce que toi, tu proposes sur ta boutique qui fait qu'on a l'impression que ce produit, c'est pas du AliExpress et qu'il est un peu différent? Donc ça, c'est plutôt, est-ce que tu observes quelques barrières à l'entrée, même si elles sont que communautaires ou branding? Euh, Tu peux analyser le modèle logistique. Est-ce que la personne fait ses commandes à la main ou est-ce qu'elle utilise un outil d'automatisation, par exemple en dropshipping? Euh, Quand même, le rendement, il va pas être le même, hein. Parce que pourquoi, je fais une légère digression, mais pourquoi un business automatisé euh, au même prix, pardon, pourquoi est-ce qu'un site de contenu pendant longtemps a valu beaucoup plus cher qu'un site e-commerce au même profit dégagé? En fait, principalement pour le temps que tu passes pour dégager ce même profit. Et quand tu dois gérer tes commandes à la main, en fait, c'est 1 000 € de profit, certes, mais en fait, ça t'a coûté plusieurs minutes tu vois? Donc c'est pas la même chose si tu cliques sur un bouton et tu as encaissé 1 000 € à la fin ou si tu as dû gérer, plein de commandes. Donc des petites choses comme ça qui sont importantes, c'est, heu, quelles sont les actions qui permettent de générer ce profit? Un autre piège, le téléphone et la technicité des produits. Et ça, pour le coup, moi, c'est un piège dans lequel je suis tombé. Donc, je peux en parler de manière très libre et racheter un site de nail art et alors, deux pièges d'ailleurs là-dessus. Vouloir réparer ce qui n'est pas cassé. Donc, nous, vouloir changer le thème du site parce qu'on trouvait qu'il faisait vieillot. Et en fait, réaliser plus tard que c'est exactement ce que les clientes aimaient, le côté vieillot, et que le nouveau thème, en fait, ça les a déstabilisés. C'est plus Ça la brouille l'image. voilà, hein. Dans le même style, changer le mode de paiement. C'était un vieux système de paiement type caisse d'épargne, machin. Et nous, on met Stripe, bah, logique. Mais en fait, Stripe, pour des clientes qui sont là depuis 10 ans, c'est plus le même truc, c'est pas sécurisé, j'ose plus, voilà. Et bonus, il y avait des ventes par téléphone. Et Non. évidemment, tu vois, on est des mecs du digital, on enlève le téléphone, on va pas se faire embêter par des gens qui veulent acheter du nail art. Mais en fait, erreur stratégique. Donc, Ah ouais. des petits trucs où toi, tu te dis: «Attends, attends, attends, on va simplifier tout ça, on va le mettre au carré, on va mettre Stripe, un joli thème, blablabla». Et en fait, non, pas du tout. Donc, comprendre les actions du quotidien de la personne, c'est hyper critique et souvent, dans ces actions critiques, il peut y avoir le téléphone et des fois, c'est peut-être que 15 ou 20 des ventes, mais en fait, 15 ou 20 des ventes, c'est peut-être les ventes avec le plus haut panier moyen parce qu'elles sont faites par téléphone. Voilà. Donc, voilà, des petites choses comme ça. Si on part sur des trucs très digitaux, tu as parlé des canaux, donc ça, je vais pas revenir dessus, mais la répartition des ventes. Est-ce que tu rachètes une boutique avec finalement un seul produit qui se vend ou une seule page sur le site qui génère des ventes? Ou est-ce que tu as une boutique où le risque est bien, Dis-le. est bien étalé? Et typiquement, surtout si tu rachètes une boutique qui revend des produits, donc pas une DNVB, parce que si tu achètes une DNVB, potentiellement, peut-être qu'il y a que un, 2 ou 3 produits. Et là, c'est logique. Mais si tu rachètes une boutique de revendeurs et que toutes les ventes sont sur une page, si cette page, elle tombe, la boutique, elle vaut plus rien. Et une page qui tombe en SEO, ça peut arriver. Ça fait quand même partie des risques du métier. Donc, la répartition des ventes et la répartition du trafic sur les pages, c'est aussi quelque chose qu'on va vérifier, ouais, par exemple. On a parlé pas mal de sites qui crashent ou de fails, mais est-ce que tu pourrais nous raconter un peu la plus belle réussite ou la plus grosse surprise de Dotmarket? Quelque chose qui t'a vraiment surpris et dans le bon sens? Ouais, bah, je pense, moi, mon histoire préférée de vente, c'est une petite boutique de drop, justement, qui vendait des accessoires que j'achèterais pas pour chez moi, décoration intérieure, très old school. Je vais pas donner la niche par respect pour l'acquéreur, mais on était sur du type décoration, tu vois, que normalement on voit chez nos grands-parents, ou Mmh. même arrière-grands-parents, hein. Apparemment, ça se vend encore et c'était monté par un couple de personnes qui partaient à la retraite, qui pendant très longtemps avaient eu une boutique physique, qui, pour le covid, s'étaient rendus compte que finalement, bah, ils devaient avoir une boutique en ligne. Mais donc boutique en ligne, je laisse imaginer la tronche de la boutique à l'époque, hein. On parle vraiment du truc basique, mais en fait, ils étaient tellement nichés
Et les produits étaient tellement quali qu'ils avaient une bonne audience SEO et qu'ils faisaient, dans mes souvenirs, c'était quelque chose comme 4 000 € de profit par mois en dropshipping avec des fournisseurs France, Belgique, Pays-Bas. Donc, tu vois, pour le coup, dropshipping hyper quali. Très peu de stockage sur quelques pièces un peu stratégiques. Et voilà. Et eux, on les a récupérés parce qu'ils travaillaient avec un hébergeur que je saoulais depuis des mois en leur disant quand quelqu'un ferme sa boutique, dites-leur de pas fermer, appelez-moi pour la vendre. Voilà. Et en fait, à la base, quand je les ai contactés, ils m'ont dit vas-y, arrête, quand quelqu'un ferme sa boutique, il ferme sa boutique et puis on n'en parle plus. Là. Et en fait, ce jour-là, il m'appelle en disant punaise, il y a 3 mois, on a perdu quelqu'un qui générait 10 000 € de chiffre par mois chez nous et qui a fermé sa boutique. Et voilà. Et là, on en a une nouvelle. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Et donc, on récupère ce petit couple et on leur explique, mais attendez, fermez pas votre boutique. Nous, on peut vous trouver un acquéreur. Et ces gens-là, en fait, ils partaient à la retraite et ils étaient prêts à killer la boutique, liquider le stock et partir tranquillement à la retraite. Et finalement, nous, on a récupéré la boutique. Elle était valorisée plus de 100 000 €. Elle est partie à 70 000 €, donc vraiment très bas au niveau du prix. Mais en même temps, eux, je vais pas dire qu'ils en avaient rien à foutre, mais ce qu'ils voulaient, c'était que ça soit fermé le plus vite possible. Donc, ils ont fait une vente très rapide, en dessous des prix du marché, mais ils ont récupéré 70 000 € pour leur retraite. Moi, je trouve ça assez cool, déjà. Ah, c'est sympa, ouais. Et le point hyper cool, c'est cette boutique-là où le fournisseur n'a pas voulu continuer avec le repreneur parce qu'en fait, il avait une telle relation de confiance avec ce couple-là que voilà, ça s'est arrêté. Mais c'est une boutique qui était tellement sous-exploitée que juste en déployant de la publicité, dropshipping et c'était des produits à 300-400 balles. Hein. Donc, juste en mettant de la publicité, l'acquéreur a fait x3 sur le chiffre d'affaires. Et du coup, il a amplement récupéré la perte du truc. Et c'était un mec c'était sa première boutique et il en vit toujours avec. Donc, c'est double belle histoire, tu vois. Ouais, Autant double parce vie, que c'est vrai que ouais. il a réussi à la faire exploser avec juste de l'Ads, Google Ads en plus, vraiment basique. Et que eux, ils sont partis avec 70 000 balles alors qu'ils voulaient fermer leur boutique. Ouais, puis ça fait un joli petit budget voyage retraite. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on peut faire un petit aparté rapide pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est quelle est la différence fondamentale entre une acquisition SEO et une acquisition Ads? C'est qu'en fait, le SEO, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. C'est quand on va taper des mots-clés sur Google et puis le site va apparaître en fonction de ce qu'on a recherché. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler du trafic gratuit, même si c'est pas exactement le cas, parce qu'en fait, travailler son SEO, ça prend énormément de temps. Parfois, on le fait nous-mêmes, mais parfois, on délègue à des gens qu'on paye, donc c'est pas gratuit. Mais en tout cas, c'est du trafic qualifié, et puis sur le long terme, eh bien, il arrive, on le rentabilise, versus les ads, où en fait, on va payer au clic, où on va payer au nombre de personnes touchées, et donc c'est un peu robinet d'eau. Une fois que bah voilà, le robinet est ouvert, on dépense de l'argent, on va ramener du trafic sur son site. Mais lorsqu'on n'a plus de budget, eh bien, on ferme le robinet et donc cette source d'acquisition, en fait, n'existe plus. Les business SEO correspondent à tout le monde. C'est-à-dire que les débutants et débutantes privilégient un business SEO parce qu'il y a la stabilité, la pérennité et l'absence de compétences critiques immédiates à avoir, ce qui est quand même un petit peu l'apanage des gens qui débutent, c'est qu'en général, tu n'arrives pas avec des skills hyper poussés en meta-ads et ainsi de suite. Mais ça plaît également énormément aux gens qui sont très compétents en ads et qui adorent avoir une boutique avec des bases solides en SEO, un pixel chaud bouillant et toutes les campagnes à déployer par la suite. Donc, Exact. c'est pour ça que nous, on les adore, les boutiques SEO. C'est qu'en fait, elles plaisent à tout le monde, quelle que soit l'approche stratégique ou la raison pour laquelle elles rassurent la personne. On va pas tarder à conclure. Du coup, c'est quoi le next step? Si on a un site, on peut faire une estimation sur le site de DotMarket, je suppose gratuitement, ou comment ça se passe? Ouais, bien sûr. Je pense que c'est toujours une bonne base de toute façon de faire une estimation parce que même si c'est une fourchette et qu'il faut garder en tête qu'en fonction de la typologie du business et des comparables, donc qu'est-ce qui se passe à un instant T, la fourchette, elle est que estimatoire. Moi, j'ai tendance à dire à quelqu'un que si il ou elle est contente de l'estimation sur le site, elle devrait être contente du prix final parce que si les indications fournies dans l'outil sont correctes, il y a de fortes chances que nous, on arrive à trouver des choses plus intéressantes encore et à survaloriser un petit peu.
malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui mettent leurs chiffres annuels là où il y a marqué mensuel, souligné en Ça fait une tri, petite hein. différence. Mais c donc là, en général, la surprise, elle est pas très bonne. Mais globalement, oui, tu peux aller sur c'est tout simple, c'est dotmarket.eu/estimation. Tu rentres tes données et immédiatement, tu as une fourchette de prix qui est communiquée. Donc fourchette qui se base sur ce que tu as communiqué, donc ton chiffre d'affaires, ton profit, mais qui analyse plein d'autres, éléments. On doit avoir une quinzaine de critères juste dans l'outil. La tendance de ton trafic, tes canaux d'acquisition, ton ancienneté, bref, des critères, qui sont pour le coup purement liés au digital et qu'on vient corréler à la finance. Et ensuite, dans un second temps, si tu as indiqué que tu souhaitais aller plus loin et vendre, parce qu'on peut pas le faire avec tout le monde malheureusement évidemment, à ce moment-là, mon équipe, elle passe sur une seconde phase de valorisation pour venir affiner le déclaratif sur la base de justificatifs. Voilà. Donc, c'est les 2 étapes finalement de valorisation d'un business. Tu déclares, donc on te dit que tu peux valoir tant. Tu justifies, on te confirme que tu peux valoir tant. D'accord. Et à contrario, si j'ai envie d'acheter un site, du coup, on peut aller sur le site. J'ai vu qu'en fait, même sans abonnement, on peut déjà avoir pas mal d'infos, intéressantes. Vous classez même les sites. Il y a même la petite, le petit critère pépite, c'est la pépite, de Market. Et sinon, c'est quoi? C'est 200-300 € par mois, puis là, on a vraiment accès à toutes les données si on cherche, à aller un petit peu plus loin? Ouais, alors c'est par an, donc c'est beaucoup Par an, plus pardon, ouais. simple. La C'est un simple filtrage finalement en fait qui te donne accès à quelques facilités ou voilà, mais globalement, effectivement, tu peux t'inscrire gratuitement, compléter ton profil avec ta thèse d'investissement. Et après, tu as 2 possibilités. Soit tu veux naviguer en toute autonomie et avoir toujours accès aux annonces un peu avant tout le monde et aux webinaires et à tout ce qu'on produit. Et à ce moment-là, effectivement, on a mis un paywall avec un abonnement annuel. Ou alors, tu es plutôt en veille et en attente qu'on te pousse les business. Et à ce moment-là, c'est pas quelque chose qu'on faisait encore les dernières années parce qu'on n'avait pas le temps. Mais maintenant, parce qu'on a des profils qui sont extrêmement riches, en fait, chaque fois qu'on publie un business, on vient envoyer une alerte à tous les gens dont les critères d'investissement correspondent parfaitement. Donc, même OK. sans être abonné, tu vas recevoir des alertes qui te disent là, il y a peut-être un business qui peut t'intéresser. Et si tu es intéressé, bah, tu passes par un système de filtrage, téléphone et ainsi de suite. Et on peut te donner accès gratuitement à cette annonce-là. Donc, c'est vraiment, est-ce que tu es en attente de l'opportunité et tu veux qu'on te la push? Ou est-ce que tu es en recherche active? Et à ce moment-là, tu payes un droit d'accès à notre plateforme pour pouvoir accéder avant tout le monde, contacter les vendeurs en priorité et ainsi de suite. Génial. Super. Et du coup, notre toute dernière, question, il y a pas que le e-commerce, dans la vie. Est-ce que tu as une petite, série Netflix, ou un livre à conseiller à tous nos auditeurs qui ont envie de se changer un petit peu, les idées hors travail, hors business? Hors travail, hors business, écoute, moi, j'ai commencé à lire Magellan là. Alors, c'est le titre qui me vient en tête parce qu'on m'a dit que c'était un excellent bouquin, d'aventure et de management et je me suis dit: «Tiens, j'en ai marre de lire des bouquins de management, donc je vais lire un bouquin d'aventure et de management». Heu, voilà, donc petite dédicace à Daniel qui m'a recommandé ce bouquin et voilà. Je viens de démarrer Magellan et pour l'instant, c'est pas mal. OK, et C'est ben le c'est qui? parfait. Merci mille Daniel, fois. Criff ou Cref ou Kef. OK, OK, je vais regarder ça. Merci Kevin, c'était hyper intéressant. On était très contents de te recevoir sur le podcast. On est Merci ravis. à tous les 2. Merci mille fois.